Moja mama powiedziała chłodno, żebym nie pokazywał się na święto dziękczynienia. Mamy dość udawania, że cieszymy się z twojego towarzystwa, warknęła. Będzie nam o wiele lepiej bez ciebie. Uśmiechnąłem się. To bawcie się lepiej również bez mojej karty kredytowej. Tego wieczoru odciąłem wszystko. Następnego dnia miałem 37 nieodebranych połączeń. To będzie naprawdę długie, ale muszę to wyrzucić z siebie. Siedzi to we mnie od miesięcy i szczerze mówiąc, wciąż wszystko przetwarzam. Streszczenie na końcu, ale serio, szczegóły tutaj mają znaczenie, bo to wszystko sięga dużo głębiej niż tylko rodzinna kłótnia. Tak więc, mam 34 lata, jestem mężczyzną i byłem tym stabilnym członkiem rodziny, odkąd tylko sięgam pamięcią. Podczas gdy moja starsza siostra Emma, 36 lat, zaczynała i zawalała kolejne biznesy co roku, najpierw jakieś MLM ze Skincar, potem butik, który przetrwał 6 miesięcy, potem firma od marketingu online, która nigdy nie wystartowała, mój młodszy brat Jake, 29 lat, przepuszczał fundusz na studia na wyjazdy na wiosenne przerwy i pieprzonego Mustanga kabriolet. A ja po prostu pracowałem. Nic błyskotliwego, jestem brygadzistą w średniej wielkości zakładzie produkcyjnym w Ohio. Produkujemy części samochodowe, głównie dla Wielkiej Trójki. Zacząłem od podłogi zaraz po liceum i wspinałem się przez 16 lat. Nie jestem bogaty w żadnym wypadku, ale żyję wygodnie, dobre benefity, stała wypłata, podział zysków, porządna dopłata do emerytury. Wiesz, o co chodzi. Mieszkam w małym wynajmowanym domu około 20 minut od pracy, jeżdżę spłaconym Hondą Civic, a moim największym wydatkiem są chyba rachunki u weterynarza mojego psa Badiego. Nie jestem efekciarski, nigdy nie byłem. Moje pojęcie luksusu to kupienie płatków śniadaniowych marki zamiast wersji sklepowej. Ale najwyraźniej bycie odpowiedzialnym finansowo czynić rodzinnym bankomatem. Telefon zadzwonił we wtorkowy wieczór w listopadzie. Właśnie wracałem do domu po wyjątkowo ciężkiej zmianie. Mieliśmy problemy z jedną z głównych linii produkcyjnych, jakiś czujnik ciągle wywalał błędy, więc zostałem dłużej, żeby upewnić się, że rano ruszymy zgodnie z planem. Moja zmiana zaczyna się o 6 rano, więc zostanie do 9 wieczorem oznaczało, że jeśli dopisze mi szczęście, to załapię się na 6 godzin snu. Byłem zmęczony jak diabli, marzyłem tylko o podgrzaniu resztek pizzy i obejrzeniu jednego odcinka Biura, zanim padnę. Właśnie nakarmiłem Badiego, gdy zadzwonił telefon. Wyświetliło się mama, bo nigdy nie zmieniłem kontaktu z czasów, gdy byłem młodszy i uważałem serduszka przy imionach za coś normalnego. Telefon od mamy nie był niczym dziwnym, dzwoni do mnie może 2 razy w tygodniu, zwykle w sprawie jakiejś pomocy. Komputer znowu się psuje, bo kliknęła w jakąś reklamę na Facebooku, która zainstalowała malware. Nie potrafi obsługiwać nowej pralki, którą tata kupił bez jej wiedzy. Czasami to coś z pieniędzmi, czy mogę pokryć jakiś rachunek albo kolejną nagłą sytuację. Podgrzewacz wody się zepsuł, auto potrzebuje nowych hamulców, Jake znowu nie daje rady z czynszem. Zawsze to robiłem, tak było łatwiej niż znosić poczucie winy i pasywno-agresywne komentarze na rodzinnych spotkaniach, gdybym odmówił. Ale ten telefon był inny od pierwszego słowa. Jej głos był lodowaty, arktycznie zimny. Żadnego cześć, kochanie, jak ci minął dzień, żadnego pytania o pracę albo czy zjadłem kolację, żadnej pogawędki o pogodzie czy narzekania na sąsiadów. Po prostu konkretnie, tym ostrym, lekceważącym tonem, którego nigdy wcześniej u mnie nie używała, nie fatyguj się na święto dziękczynienia. To nie było pytanie ani prośba, tylko suche stwierdzenie, jakby mówiła mi, żebym nie kupował mleka po drodze do domu. Byłem szczerze zdezorientowany, mój mózg nie mógł przetworzyć, co właśnie usłyszał. Co? Dlaczego nie? Zapytałem. W tym roku robimy małe spotkanie, tylko najbliższa rodzina. Powinienem tu wspomnieć, że ja jestem najbliższą rodziną. Jestem ich środkowym dzieckiem. Nigdy nie opuściłem święta dziękczynienia, dojeżdżałem nawet przez Śnieżycę, żeby być na czas. Przestawiałem grafiki w pracy, odrzucałem zaproszenia od znajomych i rodziny mojej dziewczyny Sara. Ale najwyraźniej to już się nie liczyło. Mamo, co się dzieje? Zrobiłem coś nie tak? Zapytałem. Po prostu uważamy, że lepiej będzie, jeśli nie przyjedziesz. Byłeś ostatnio trudny. Trudny, to słowo uderzyło mnie jak młot w klatkę piersiową. Wiesz, co było trudne? To, że pytałem, dlaczego ich rachunki za zakupy przekraczają $800 miesięcznie, gdy mieszkają tam tylko we dwoje. To, że kwestionowałem, czemu tata musi tankować ciężarówkę 3 razy w tygodniu, skoro niby jest na emeryturze i nigdzie nie jeździ poza sklepem spożywczym i budowlanym. To, że mówiłem na głos,
Dlaczego znowu muszę pokrywać ich ratę hipoteczną w zeszłym miesiącu, skoro tata twierdzi, że jego emerytura ma przyjść lada dzień po raz trzeci w tym roku? To, że pytałem, dlaczego Emma potrzebuje kolejnej pożyczki na $3000 na najnowszy biznes, skoro 2 poprzednie spektakularnie się zawaliły, a ona nie spłaciła ani centa z tego, co już jej dałem. To, że zauważyłem, iż czynsz Jake'a w tym drogim apartamencie w centrum jest wyższy niż moja hipotetyczna rata kredytu hipotecznego, gdybym w ogóle miał kredyt, zamiast co miesiąc wrzucać pieniądze w bezdenną dziurę, jaką są moi rodzice. Ale najwyraźniej samo zadawanie pytań o to, gdzie idą moje pieniądze, czyni mnie trudnym. Mamo, nie rozumiem. Co masz na myśli, mówiąc trudny? Zapytałem. Dokładnie wiesz, co mam na myśli, David. Używała mojego pełnego imienia tylko wtedy, gdy była naprawdę wściekła. Zacząłeś wszystko kwestionować. Zachowujesz się, jakbyśmy próbowali cię wykorzystać. Wychowaliśmy cię lepiej niż tak. Ta manipulacja była tak oczywista, że aż mnie to naprawdę rozzłościło. Nie kwestionuję wszystkiego, zadaję rozsądne pytania dotyczące finansów. Nie musimy ci się tłumaczyć z naszych wydatków. Kiedy ja za nie płacę, to tak, musicie. Cisza po drugiej stronie była gęsta i nie. Słyszałem w tle telewizor, jakiś teleturniej, który tata zawsze oglądał podczas kolacji. W końcu odezwała się ponownie, a jej głos był jeszcze zimniejszy niż wcześniej. Skoro tak się czujesz, to może rzeczywiście lepiej, jeśli po prostu zostaniesz w domu. Więc zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie zrobiłem. Zamiast przepraszać, zamiast pytać, co mogę zrobić, żeby to naprawić, zamiast od razu oferować, że pokryję jakiś rachunek, żeby znowu zyskać ich przychylność, po prostu powiedziałem, okej. To nie korzystajcie więcej z mojej karty. Cisza po drugiej stronie była ogłuszająca. Można było niemal usłyszeć, jak jej mózg próbuje przetworzyć to, co właśnie powiedziałem. Przez 34 lata nigdy, ani razu, nie powiedziałem rodzicom nie, jeśli chodziło o pieniądze. Nigdy nie postawiłem granicy. Nigdy nie sprzeciwiłem się w żadnej sprawie finansowej. Co masz na myśli? Zapytała w końcu i po raz pierwszy w tej rozmowie zabrzmiała niepewnie, wręcz drżąco. Mam na myśli dokładnie to, co powiedziałem. Skoro jestem zbyt trudny, żeby zaprosić mnie na kolację z okazji Święta Dziękczynienia, to wy jesteście zbyt trudni, żeby dalej was wspierać finansowo. David, chyba nie mówisz poważnie? Mówię całkowicie poważnie. Ale ta hipoteka to twoja hipoteka na domu, w którym mieszkasz, David. Rozłączyłem się. Ręce naprawdę mi się trzęsły. Odłożyłem telefon na kuchenny blat i gapiłem się na niego chyba przez 10 minut, czekając aż zadzwoni znowu. Ale nie zadzwonił. Usiadłem przy kuchennym stole i po prostu wpatrywałem się w ścianę, próbując przetworzyć to, co właśnie się wydarzyło. W tamtej chwili coś się we mnie zmieniło. Jakby dosłownie coś przeskoczyło w mojej piersi. Ten ciężar, który niosłem od lat, to nieustanne, ciche napięcie związane z pieniędzmi, z kolejnym kryzysem, z rozczarowywaniem rodziny, trochę zelżał. Nadal tam był, ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułem, że mogę go udźwignąć. Otworzyłem piwo i usiadłem na kanapie z Buddym, który chyba wyczuwał, że coś się zmieniło, bo patrzył na mnie tym swoim zmartwionym, psim wzrokiem. I po raz pierwszy od miesięcy, może nawet lat, poczułem, że naprawdę mogę oddychać. Po tej rozmowie nie mogłem zasnąć. Wciąż myślałem o tym słowie, trudny. Im dłużej je rozważałem w głowie, tym bardziej byłem wściekły. Nie taką wybuchową złością z krzykiem, ale tą zimną, wyrachowaną. Taką, która sprawia, że zaczynasz patrzeć na wszystko bardzo, bardzo uważnie. Więc zrobiłem to, co zrobiłby każdy rozsądny człowiek o 2:00 w nocy w środę, kiedy nie może spać, a jego rodzina właśnie wbiła mu nóż w plecy, zalogowałem się do bankowości internetowej i zacząłem przeglądać wyciągi. Wszystkie, cofając się o lata. To, co znalazłem, było o wiele gorsze, niż myślałem. Zaczęło się niewinnie. Jakieś 5 lat temu tata miał obcięte godziny w magazynie, w którym pracował od 23 lat. Jakaś korporacyjna restrukturyzacja, zwolnili wszystkich starszych pracowników i zatrudnili młodszych za połowę stawki. Nie byli w stanie zapłacić raty za dom w tamtym miesiącu. Tylko ten jeden miesiąc mówili. Tylko do czasu, aż tata znajdzie coś innego albo zacznie dostawać zasiłek. Więc pomogłem. $1847. Pamiętam dokładnie tę kwotę, bo musiałem przesunąć środki z oszczędności, żeby to pokryć. Ale tata nigdy niczego innego nie znalazł. A raczej miał dorywcze prace tu i tam.
Kilka zmian w Home Depot, sezonowa praca w czasie świąt. Ale nigdy nic stałego. Nigdy nic, co płaciłoby tyle, ile zarabiał wcześniej. I w jakiś sposób jeden miesiąc zamienił się w 2, potem 6, a potem po prostu zawsze. Zacząłem dostrzegać wzór w moich wyciągach bankowych, który sprawiał, że przewracało mi się w żołądku. Każdego miesiąca, jak w zegarku, $1847 na ratę kredytu hipotecznego. Zawsze 28 dnia miesiąca, bo wtedy przypadała płatność. Od $400 do $600 na zakupy, co wydawało się szalone, dopóki nie zorientowałem się, że robili zakupy wyłącznie w tej drogiej, organicznej sieci po drugiej stronie miasta, zamiast w normalnym supermarkecie, gdzie kupują zwykli ludzie. Od $250 do $300 na media co miesiąc, co też wydawało się wysokie, dopóki nie przypomniałem sobie, że tata trzymał w domu temperaturę 74 stopnie przez cały rok, a mama włączała klimatyzację centralną, jakby próbowała zamrozić cały dom. Benzyna do taty ciężarówki, zwykle $200 do $250 miesięcznie, co nie ma sensu w przypadku emeryta, który podobno tylko jeździ do sklepu i na wizyty lekarskie. Naprawy samochodu zawsze coś. Nowe opony, hamulce, wymiany oleju, tajemnicze problemy z silnikiem, które zawsze kosztowały dokładnie tyle, ile byłem w stanie wtedy im dać. A potem były większe ciosy, pożyczki na biznes Emi, które spłacałem ja, gdy ona ich nie spłacała. Pierwsza $8,000 na zatowarowanie jej butiku. Druga $12,000 na marketing i stworzenie strony internetowej jej biznesu online. Trzecia $3,500 na sprzęt do jakiegoś doradztwa, które próbowała zacząć. Czesne J.K., gdy jego pomoc finansowa nie przeszła. $6,000 za semestr przez 3 lata, tyle kosztowało czesne J.K. Z wyjątkiem tego, że później odkryłem, iż on nigdy nawet nie złożył wniosku o pomoc finansową. Po prostu wydał swój fundusz na studia na ten głupi samochód i wyjazdy na ferie wiosenne do Panama City Beach. Przeglądałem moje wyciągi bankowe, obliczałem wszystko raz za razem, bo nie mogłem uwierzyć w te liczby. Wyszło mi, że przez ostatnie 5 lat dałem moim rodzicom i rodzeństwu około $127,000. Nie pożyczyłem, dałem, bo nigdy niczego nie oddali. I po kilku pierwszych razach nawet już nie udawałem, że to pożyczka. $127,000. Zarabiam dobre pieniądze jak na Ohio, około 75,000 rocznie z nadgodzinami, udziałem w zyskach, ale nie jestem bogaty. To były pieniądze, które mogłyby pójść na dom dla mnie i Sara. Pieniądze, które mogłyby zostać zainwestowane w mój plan emerytalny. Pieniądze, które mogłyby być naszą przyszłością, naszym zabezpieczeniem, funduszem na studia dla naszych dzieci. A oni nazwali mnie trudnym tylko dlatego, że zadawałem pytania o to wszystko. Ale było jeszcze gorzej. Nie mogłem spać, więc kontynuowałem przeszukiwanie maili, próbując ustalić, kiedy to wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Wtedy zauważyłem coś dziwnego w wynikach wyszukiwania Gmaila. Była tam pewna korespondencja od mojej siostry, na którą zostałem przypadkowo dodany w kopii w lutym. W tamtym czasie tylko ją przejrzałem, coś o organizacji urodzin taty i zarchiwizowałem bez większego namysłu. Ale temat wiadomości nie dawał mi spokoju. Otworzyłem ją ponownie. Wiadomość wcale nie dotyczyła urodzin taty. To była odpowiedź Emi na coś, co wysłała mama. Tak, chyba masz rację z tym rozłożeniem tego w czasie. Dave był trochę dziwny, gdy zapytałam o pieniądze na naprawę auta, zaraz po tym jak dostaliście piec. Może poczekam do przyszłego miesiąca, zanim poruszę temat podręczników J.K., a może mama zapyta zamiast mnie? Żołądek mi się ścisnął. Przewinąłem w górę, żeby zobaczyć oryginalną wiadomość od mamy. Myślę, że musimy być ostrożniejsi z czasem. David ostatnio zadaje więcej pytań, zwłaszcza o Peregani. Emma, czy możesz zająć się sprawą podręczników? Wiesz, jaki on jest, jeśli chodzi o edukację. Wiesz, jaki on jest, jakbym był jakąś przewidywalną maszyną, którą nauczyli się obsługiwać. Siedziałem wpatrzony w ekran telefonu. To nie był jakiś misterny spisek. To była po prostu zwykła koordynacja, co w jakiś sposób było jeszcze gorsze. Jakby zarządzanie mną było po prostu kolejnym punktem na ich rodzinnej liście rzeczy do zrobienia. Zacząłem szukać kolejnych maili. Znalazłem grupową konwersację SMS, z której zostałem wykluczony zeszłego lata, gdzie Jake zapytał, czy ktoś już uderzył do Dave'a w tym miesiącu? Nie chcę się dublować. Znalazłem, jak Emma pytała mamę, jaka wymówka zadziałała przy ubezpieczeniu? Dave znowu pyta o moje auto. Nic z tego nie było dokładnie złowrogie. Nie byli jakimiś śmiejącymi się złoczyńcami planującymi moją zgubę. Po prostu traktowali mnie jak zasób, który trzeba sprawnie zarządzać.
Ta swoboda, z jaką o tym rozmawiali, była najgorsza. Jakby nigdy im nie przyszło do głowy, że to, co robią, jest niewłaściwe. Najgorsze było znalezienie maila, w którym mama napisała do Emi: nie wspominaj Dawidowi o wakacjach. Ostatnio się stresuje pieniędzmi i może źle to odebrać. Pojechali na długi weekend do Myrtle Beach. Wrzucali zdjęcia na Facebooka, podczas gdy ja wysyłałem Jake'owi pieniądze na pilne podręczniki i zastanawiałem się, czy będzie mnie stać na naprawę własnych hamulców w samochodzie. Zamknąłem laptopa i po prostu siedziałem w kuchni. Bez dramatycznego załamania, bez biegu do łazienki, tylko to puste, opadające uczucie, gdy uświadomiłem sobie, że moja rodzina obsługuje mnie od lat, a ja byłem tak chętny do pomocy, że nawet tego nie zauważyłem. Nie zrobiłem nic pochopnego, to nie w moim stylu. I szczerze mówiąc, po tym jak zobaczyłem, jak wyrachowana była moja rodzina, postanowiłem pokonać ich własną bronią. Przez następny tydzień dokumentowałem wszystko. Każdą płatność, każdą nagłą sytuację, każde kłamstwo, które mogłem udowodnić mailami albo wyciągami bankowymi. Stworzyłem arkusze kalkulacyjne, które doprowadziłyby księgowego śledczego do łez ze wzruszenia. Data, kwota, podany powód, rzeczywisty cel, jeśli udało mi się go ustalić, dalsze prośby i czy kiedykolwiek pojawiła się próba zwrotu. Wzór był tak oczywisty, że aż śmieszny. Widzisz, problem z finansowym wspieraniem kogoś przez 5 lat polega na tym, że stajesz się częścią jego infrastruktury. Nie tylko płaciłem rachunki, byłem dosłownie zintegrowany z ich systemem finansowym. Hipoteka była ustawiona jako automatyczna płatność z mojego konta. To samo z gazem i prądem. Mieli kartę kredytową powiązaną z moim kontem jako zabezpieczenie przed debetem. Do cholery, byli na mojej karcie członkowskiej Costco, na moim Amazon Prime, na moim koncie Netflix. Zbudowali cały swój styl życia wokół mnie. I byli tak pewni swojej kontroli, że przestali to nawet ukrywać. Zacząłem od założenia nowych kont w zupełnie innym banku, po drugiej stronie miasta. Przeniosłem tam bezpośredni przelew pensji, zmieniłem wszystkie hasła na takie, których nie mogli odgadnąć, włączyłem dwuskładnikowe uwierzytelnianie wszędzie. Chciałem czystego rozdzielenia, zanim pociągnę za spust. Potem zrobiłem coś, co wtedy wydawało mi się drobnostkowe, ale okazało się genialne. Zacząłem prowadzić szczegółowy dziennik każdej rozmowy z rodziną. Sara myślała, że popadam w paranoję, kiedy przyłapała mnie na robieniu notatek po rozmowie telefonicznej, ale miałem przeczucie, że to się brzydko skończy i chciałem mieć dowód, co dokładnie zostało powiedziane i kiedy. Dobrze, że to zrobiłem, bo moja mama zadzwoniła do mnie w ten piątek. Kochanie, powiedziała i od razu wiedziałem, że używa swojego słodkiego, manipulacyjnego głosu. Ma mère a dit froidement de ne pas venir pour Thanksgiving, en disant qu'ils en avaient assez de faire semblant d'apprécier ma compagnie. Elle a ricané, on passera un bien meilleur moment sans toi. J'ai souri et j'ai répondu, alors passer un meilleur moment sans ma carte bancaire non plus. J'ai tout coupé ce soir-là. Le lendemain, j'ai eu 37 appels manqués. Ça va être vraiment, vraiment long, mais j'ai besoin de sortir tout ça de ma poitrine. Je garde ça pour moi depuis des mois maintenant et, honnêtement, je suis encore en train de tout digérer. Il y a un résumé à la fin, mais sincèrement, les détails sont essentiels ici, car toute cette histoire est bien plus profonde qu'une simple dispute familiale. J'ai 34 ans, je suis un homme, et j'ai toujours été le pilier stable de ma famille, depuis aussi loin que je me souvienne. Pendant ce temps, ma sœur aînée Emma, âgée de 36 ans, lançait et échouait dans de nouvelles entreprises presque chaque année. D'abord, c'était une affaire de produits de beauté en marketing de réseau, ensuite une boutique qui n'a duré que 6 mois, puis une société de marketing en ligne qui n'a jamais vraiment démarré. Mon frère cadet, Jake, âgé de 29 ans, dépensait son fonds universitaire pour partir en vacances de printemps et s'acheter un cabriolet Mustang. Moi, je travaillais, rien de glamour. Je suis superviseur dans une usine de taille moyenne dans l'Ohio qui fabrique principalement des pièces automobiles pour les 3 grands. J'ai commencé comme ouvrier juste après le lycée, et j'ai gravi les échelons pendant 16 ans. Je ne suis pas riche, mais je vis confortablement, avec de bons avantages, un salaire stable, un partage des bénéfices et une participation correcte à un plan de retraite 401K. Vous voyez le genre. J'habite dans une petite maison en location à environ 20 minutes de mon travail, je conduis une Honda Civic payée entièrement, et ma plus grande dépense est probablement les frais vétérinaires de mon chien, Buddy. Je ne suis pas extravagant, je ne l'ai jamais été. Mon idée d'un petit plaisir, c'est d'acheter une marque de céréales connue au lieu de la version du magasin. Mais apparemment, être financièrement responsable fait de vous la banque de la famille. L'appel est arrivé un mardi soir de novembre. Je venais juste de rentrer chez moi après une journée particulièrement éprouvante.
On avait eu des problèmes sur l'une de nos principales lignes de production. Un capteur n'arrêtait pas de renvoyer des codes d'erreur et j'étais resté tard pour m'assurer que tout soit prêt pour le lendemain matin. Mon poste commence à 6 heures du matin, donc rester jusqu'à 21 heures signifiait que j'aurais peut-être 6 heures de sommeil si j'avais de la chance. J'étais épuisé, j'avais juste envie de réchauffer une part de pizza et peut-être regarder un épisode de The Office avant d'aller dormir. Je venais de nourrir Buddy quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait toujours « Maman », parce que je n'avais jamais pris la peine de le changer depuis l'époque où je trouvais que mettre des cœurs dans les contacts n'était pas stupide. Que ma mère m'appelle n'avait rien d'inhabituel. Elle m'appelle peut-être 2 fois par semaine, généralement parce qu'elle a besoin d'aide, l'ordinateur qui ne fonctionne plus parce qu'elle a cliqué sur une publicité Facebook pleine de virus, le nouveau lave-linge que papa a acheté sans lui demander et qu'elle ne comprend pas, parfois des histoires d'argent. Elle me demande si je peux payer telle facture ou tel imprévu, le chauffe-eau est en panne, la voiture a besoin de nouveaux freins, j'ai qu'à encore besoin d'aide pour son loyer. Et je le fais toujours. C'est juste plus simple que d'avoir à supporter la culpabilisation et les remarques passives-agressives aux réunions de famille si je dis non. Mais cet appel était différent, dès le premier mot. Sa voix était froide, polaire. Pas de « Bonjour mon chéri, comment s'est passée ta journée ?» Aucune question sur mon travail ou si j'avais mangé, aucun bavardage sur la météo ou les voisins. Juste un ton sec, tranchant, que je ne lui avais jamais entendu employer avec moi, ne viens pas pour Thanksgiving. Ce n'était même pas une demande, juste une affirmation, comme si elle me disait de ne pas acheter de lait en rentrant. J'étais vraiment confus, mon cerveau ne parvenait pas à assimiler ce qu'elle venait de dire. Quoi? Pourquoi? Elle a répondu, on garde ça en petit comité cette année. Juste la famille proche. Et il faut que je précise ici, je fais partie de la famille proche. Je suis leur enfant du milieu. Je n'ai jamais manqué un Thanksgiving. J'ai déjà conduit à travers des tempêtes de neige pour arriver à l'heure. J'ai modifié mes horaires de travail, refusé des invitations d'amis ou de la famille de ma copine Sarah. Mais apparemment, cela ne comptait plus. Maman, que se passe-t-il? J'ai fait quelque chose de mal? Elle m'a dit, on pense juste que c'est mieux si tu ne viens pas. Tu as été difficile dernièrement. Difficile. Ce mot m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Vous savez ce qui était difficile? Moi, demandant pourquoi leur facture de course dépassait systématiquement $800 par mois alors qu'ils ne sont que 2 à vivre dans la maison. Moi, questionnant pourquoi papa devait faire le plein de son camion 3 fois par semaine alors qu'il est censé être à la retraite et qu'il ne conduit nulle part, à part au supermarché et au magasin de bricolage. Moi, me demandant tout au pourquoi ils avaient besoin que je paie encore leur mensualité hypothécaire le mois dernier, alors que papa affirmait que son chèque de pension allait arriver d'un jour à l'autre, pour la 3e fois cette année. Moi, demandant pourquoi Emma avait encore besoin d'un prêt de $3000 pour sa nouvelle aventure entrepreneuriale alors que les 2 précédentes avaient échoué lamentablement, et qu'elle n'avait jamais remboursé un seul centime de l'argent que je lui avais déjà donné. Moi, faisant remarquer que le loyer de Jack, dans cet appartement luxueux du centre-ville, était plus élevé que ce que serait mon hypothèque si j'en avais une, au lieu de jeter de l'argent chaque mois pour aider mes parents. Mais poser des questions sur l'endroit où allait mon argent, ça faisait de moi quelqu'un de difficile. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par difficile? Elle a répondu, tu sais très bien ce que je veux dire, David. Elle ne m'appelait David que quand elle était vraiment furieuse. Tu remets tout en question. Tu agis comme si on essayait de profiter de toi. On t'a élevé mieux que ça. La tentative de manipulation était si évidente que ça m'a mis en colère. Je ne remets pas tout en question. Je pose des questions raisonnables sur les finances. On n'a pas à te justifier nos dépenses. Quand c'est moi qui les paie, si, vous devez. Le silence de l'autre côté était lourd et inconfortable. J'entendais la télévision en fond sonore, un de ces jeux télévisés que papa regarde toujours pendant le dîner. Finalement, elle a repris la parole, et sa voix était encore plus glaciale qu'avant, si c'est comme ça que tu te sens, alors peut-être qu'il vaut mieux que tu restes chez toi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Au lieu de m'excuser, au lieu de demander ce que je pouvais faire pour arranger les choses, au lieu de proposer immédiatement de payer une facture pour regagner leur bonne grâce, j'ai juste dit, d'accord. Alors ne comptez plus sur ma carte non plus. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait dit qu'on pouvait entendre son cerveau essayer de comprendre ce que je venais de dire. En 34 ans, jamais pas une seule fois je n'avais dit non à mes parents concernant l'argent. Je n'avais jamais posé de limite, jamais contesté quoi que ce soit sur le plan financier. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle enfin demandé, et pour la première fois de toute la conversation,
elle semblait incertaine, presque tremblante. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Si je suis trop difficile pour dîner à Thanksgiving, alors vous êtes trop difficile pour que je continue à vous soutenir financièrement. David, tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Mais l'hypothèque, c'est TON hypothèque, sur ta maison, celle où tu vis, David. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient vraiment. J'ai posé le téléphone sur le plan de travail de la cuisine et je l'ai juste fixé pendant probablement 10 minutes, attendant qu'il sonne à nouveau. Mais non. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je l'ai littéralement senti. Ce poids que je portais depuis des années, cette angoisse constante à bas bruit concernant l'argent, la prochaine urgence, la peur de décevoir ma famille, s'est légèrement allégé. C'était toujours là, mais pour la première fois depuis très longtemps, ça me paraissait gérable. J'ai ouvert cette bière et je me suis assis sur le canapé avec Buddy, qui semblait sentir que quelque chose avait changé, parce qu'il me regardait sans cesse avec ses yeux de chien inquiet. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Après cet appel, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce mot, difficile. Plus je le ruminais dans ma tête, plus je devenais en colère. Pas une colère explosive avec des cris, non, mais une colère froide, calculée. Celle qui vous pousse à tout examiner de très, très près. Alors j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait à 2 heures du matin, un mercredi, quand elle n'arrive pas à dormir et que sa famille vient de la poignarder dans le dos, je me suis connecté à ma banque en ligne et j'ai commencé à passer en revue mes relevés. Tous. Sur plusieurs années. Ce que j'ai trouvé était bien pire que ce que j'imaginais. En fait, ça avait commencé petit. Il y a environ 5 ans. Les heures de travail de papa avaient été réduites à l'entrepôt où il bossait depuis 23 ans. Une restructuration d'entreprise bidon où ils ont viré tous les anciens et les ont remplacés par des jeunes, payés moitié moins. Ils n'ont pas pu payer leur mensualité hypothécaire ce mois-là. Juste un mois, avait-il dit. Le temps que papa retrouve quelque chose ou que les allocations chômage arrivent. Alors j'ai aidé. 1847 $. Je me souviens du montant exact, parce que j'ai dû transférer de l'argent de mon épargne pour le couvrir. Mais papa n'a jamais retrouvé un vrai emploi. Ou plutôt, il a trouvé quelques petits boulots, quelques heures chez Home Depot, du travail saisonnier pendant les fêtes, mais rien de stable, rien qui payait comme avant. Et d'un mois, on est passé à 2, puis à 6, puis à toujours. J'ai commencé à voir un schéma apparaître dans mes relevés bancaires, et ça m'a retourné l'estomac. Tous les mois, comme une horloge, 1847 $ pour l'hypothèque, toujours le 28 du mois parce que c'est à cette date qu'elle était due. 400 à 600 $ pour les courses, ce qui paraissait délirant, jusqu'à ce que je réalise qu'ils faisaient leurs courses exclusivement dans le magasin bio-chic de l'autre côté de la ville, au lieu du supermarché classique où les gens normaux vont. 250 à 300 $ pour les factures d'électricité, tous les mois. Là aussi, ça semblait élevé, jusqu'à ce que je me souvienne que papa gardait la maison à 23 degrés toute l'année, et que maman faisait tourner la climatisation comme si elle voulait transformer la maison en frigo. L'essence pour le camion de papa, généralement 2 cents à 250 $ par mois, ce qui n'a aucun sens pour un retraité censé seulement aller au supermarché et à ses rendez-vous médicaux. Les réparations de voitures, toujours quelque chose. Nouveaux pneus, freins, vidanges, pannes mystérieuses, qui, étrangement, coûtaient toujours exactement ce que je pouvais me permettre de leur donner à ce moment-là. Et puis il y avait les gros coups durs. Les prêts professionnels d'Emma, sur lesquels elle a fait défaut, et qui, d'une manière ou d'une autre, sont devenus ma responsabilité. Le premier était de 8 000 $ pour du stock pour sa boutique. Le deuxième, de 12 000 $, pour du marketing et le développement d'un site web pour son entreprise en ligne. Le troisième, de 3 500 $, pour de l'équipement dans le cadre d'un projet de conseil qu'elle voulait lancer. Et puis les frais de scolarité de Jack, quand ses aides financières n'ont pas été débloquées. 6 000 $ par semestre pendant 3 ans. Sauf que j'ai découvert plus tard qu'il n'avait même jamais fait de demande d'aide financière. Il avait simplement dépensé son fonds universitaire pour cette foutue voiture et ses vacances de printemps à Panama City Beach. En examinant mes relevés, en recalculant encore et encore, parce que je n'arrivais pas à croire les chiffres, j'ai fini par comprendre que, sur les 5 dernières années, j'avais donné à mes parents et mes frères et sœurs environ 127 000 $. Pas prêté, donné, parce qu'ils n'en avaient jamais remboursé un centime. Et après les premières fois, j'ai même arrêté de faire semblant que c'était un prêt. 127 000 $.
Je gagne bien ma vie pour l'Ohio, environ 75 000 $ par an avec les heures supplémentaires et les primes de performance. Mais je ne suis pas riche. Cet argent aurait pu servir à acheter une maison pour Sarah et moi. Cet argent aurait pu être investi dans mon plan de retraite 401K. Cet argent aurait pu être notre avenir, notre sécurité, les fonds pour l'université de nos enfants. Et eux, ils m'ont traité de « difficile » juste parce que je posais des questions. Mais ce n'était pas fini. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai continué à fouiller mes emails, en essayant de reconstituer à quel moment tout avait commencé à déraper. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans les résultats de recherche de Gmail. Il y avait un fil de maille de ma sœur sur lequel j'avais été mis en copie par erreur en février. À l'époque, je l'avais à peine survolé, quelque chose à propos de l'organisation de l'anniversaire de papa, puis je l'avais archivé sans y penser. Mais maintenant, l'objet du message me titillait. Je l'ai rouvert. Et ce mail ne parlait pas du tout de l'anniversaire de papa. C'était Emma qui répondait à un message de maman, « Ouais, t'as sûrement raison pour l'espacer. » Dave avait l'air un peu bizarre quand je lui ai demandé pour l'argent des réparations de voiture, juste après que vous ayez eu l'histoire de la chaudière. Peut-être que je devrais attendre le mois prochain pour parler des livres de Jake, ou bien est-ce que maman devrait lui demander à la place. J'ai eu le ventre qui s'est noué. J'ai fait défiler vers le haut pour voir le message original de maman, je pense qu'on doit être plus prudent avec le timing. David pose plus de questions ces derniers temps, surtout à propos des reçus. Emma, tu peux gérer l'histoire d'Emmanuel ? Tu sais comment il est avec les dépenses éducatives. Tu sais comment il est. Comme si j'étais une machine prévisible qu'ils avaient appris à utiliser. Je suis resté là, planté devant l'écran de mon téléphone. Ce n'était pas un complot élaboré. C'était juste une coordination décontractée. Et c'en était presque pire. Comme si me gérer faisait simplement partie de leur liste de choses à faire en famille. J'ai commencé à chercher d'autres messages. J'ai trouvé une conversation groupée dont j'avais été exclu l'été dernier, où Jake demandait « Est-ce que quelqu'un a déjà contacté Dave ce mois-ci ? Je veux pas qu'on se marche dessus. » J'ai trouvé Emma demandant à maman quelle excuse avait bien marché pour l'histoire de l'assurance. Dave recommence à poser des questions sur ma voiture. Rien de tout ça n'était vraiment malveillant. Ce n'étaient pas des méchants qui complotaient en ricanant. Ils me traitaient juste comme une ressource à gérer efficacement. La façon désinvolte dont ils en parlaient rendait les choses encore pires. Comme s'ils ne s'étaient même jamais demandé si ce qu'ils faisaient était mal. Le pire, c'était un mail où maman disait à Emma « Ne parle pas des vacances à David. Il est stressé à cause de l'argent ces derniers temps et pourrait mal le prendre. » Ils étaient allés à Myrtle Beach pour un long week-end. Ils avaient posté des photos partout sur Facebook, pendant que moi j'envoyais à Jake de l'argent d'urgence pour ses livres scolaires, et que je m'inquiétais de savoir si j'allais pouvoir me payer les plaquettes de frein pour ma propre voiture. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assis dans ma cuisine. Pas de crise dramatique, pas de course en pleurant jusqu'à la salle de bain. Juste ce sentiment creux, ce poids qui s'enfonçait, en réalisant que ma famille me gérait depuis des années. Et que j'étais tellement désireux de les aider que je ne m'en étais même pas rendu compte. Je n'ai rien fait de radical. Ce n'est pas mon style. Et franchement, après avoir vu à quel point ma famille était calculatrice, j'ai décidé de les battre à leur propre jeu. J'ai passé la semaine suivante à tout documenter. Chaque paiement, chaque urgence, chaque mensonge que je pouvais prouver par mail ou relevé bancaire. J'ai fait des tableaux Excel qui feraient pleurer un expert comptable de bonne heure, date, montant, motif déclaré, objectif réel, quand je pouvais l'identifier, demande de suivi, et tentative ou non de remboursement. Le schéma était si évident que c'en était presque comique. Le truc avec le fait de soutenir financièrement quelqu'un pendant 5 ans, c'est que vous devenez une partie intégrante de son système. Je ne faisais pas que payer les factures, j'étais littéralement intégré à leur infrastructure financière. L'hypothèque était en prélèvement automatique sur mon compte. Pareil pour le gaz et l'électricité. Ils avaient une carte de crédit liée à mon compte pour la protection contre les découverts. Pire encore, ils étaient sur mon abonnement Costco, mon Amazon Prime, mon compte Netflix. Ils avaient construit tout leur mode de vie autour de moi. Et ils étaient tellement confiants dans leur contrôle qu'ils avaient cessé de faire des efforts pour le cacher. J'ai commencé par ouvrir de nouveaux comptes dans une autre banque, à l'autre bout de la ville. J'y ai fait transférer mon salaire. J'ai changé tous mes mots de passe avec des combinaisons qu'ils ne pouvaient pas deviner. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout. Je voulais une séparation nette avant d'appuyer sur la gâchette. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a semblé mesquin sur le moment,
mais qui s'est révélé génial, j'ai commencé à tenir des registres précis de chaque conversation avec ma famille. Sarah pensait que je devenais parano quand elle m'a surpris en train de prendre des notes après des appels téléphoniques, mais j'avais ce pressentiment que les choses allaient devenir moches, et je voulais des preuves précises de ce qui avait été dit, et quand. Bien m'en a pris, parce que ma mère m'a appelé ce vendredi-là. Mon chéri, dit-elle. Et je savais immédiatement qu'elle utilisait cette voix douce et manipulatrice. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. J'ai réfléchi à Thanksgiving, et peut-être que ton père et moi avons été un peu trop hâtifs. Je gardai ma voix neutre pendant que je saisis un stylo et un bloc-notes. Ton père et moi en avons reparlé, et on pense que tu devrais venir. Après tout, on est une famille. Et une famille reste soudée, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y a une semaine, j'aurais été soulagé. J'aurais peut-être présenté mes excuses pour avoir été difficile, et je me serais pointé avec des fleurs et une bouteille de vin, reconnaissant de pouvoir revenir dans leur bonne grâce. Mais maintenant, j'entendais très clairement ce qu'elle était vraiment en train de dire, on a compris qu'on n'avait plus besoin de ton argent que de notre fierté. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, ai-je demandé, en griffonnant des notes. Tu nous manques, mon chéri. Et Thanksgiving ne serait pas pareil sans tous nos enfants. Emma et Jake seront là, et ce serait déchirant si tu n'y étais pas, tous nos enfants, comme si j'avais encore 12 ans et que je vivais toujours chez eux. C'est gentil à entendre, maman, mais j'ai déjà d'autres projets. Silence. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau recalculer. Quels autres projets? La famille de Sarah m'a invité à Columbus. C'est sa tante qui reçoit cette année. Ça devrait être sympa, tranquille. Nouveau silence. Quand elle reprit, sa voix était plus tendue. Eh bien, tu pourrais quand même venir déjeuner chez nous, puis aller là-bas pour le dîner. Le désespoir commençait à se sentir. Je ne pense pas, maman. Mais merci pour l'invitation. Et pour Noël alors? Tu seras bien à la maison pour Noël, quand même? Et voilà. Elle ne s'excusait pas de m'avoir traité de difficile. Elle ne reconnaissait pas qu'elle m'avait exclu de Thanksgiving. Elle essayait juste de me récupérer à temps pour la prochaine échéance financière. On verra, dis-je. David, je ne comprends pas ce qui t'arrive ces derniers temps. Ce n'est pas ton genre. Peut-être que si. Peut-être que tu n'as juste jamais pris la peine de le découvrir. Nouveau long silence. Ton père et moi avons parlé, et on pense que tu es peut-être stressé à cause de l'argent. Si tu as des soucis, on peut. Je n'ai pas de soucis, maman. Alors de quoi s'agit-il? J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Failli tout déballer, tous les emails, toute la manipulation. Mais quelque chose m'en a empêché. Un instinct qui me disait que ce n'était pas encore le bon moment. Je pense juste qu'il est temps pour moi de me concentrer un peu sur ma propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. On a raccroché quelques minutes plus tard, et je suis resté là à regarder mes notes. Elle avait essayé 5 tactiques de manipulation différentes en 10 minutes de conversation, la culpabilité liée à la famille, l'urgence émotionnelle autour des fêtes, proposer de l'aide pour me faire me sentir redevable, remettre en question mon équilibre mental, exiger des explications comme si elle y avait droit. C'était comme assister à un masterclass de manipulation émotionnelle. Et moi, j'étais tombé dans le piège pendant des années. Ce soir-là, j'ai finalisé mon plan. J'allais les couper complètement. Mais j'allais le faire intelligemment. Pas de confrontation dramatique qui leur permettrait de me peindre en méchant. Pas d'appel en colère qu'ils pourraient enregistrer et faire écouter à la famille. Juste, arrêter. La beauté d'être celui qui paie toutes les factures, c'est qu'on a toutes les infos des comptes. On sait exactement quand les paiements tombent. On sait lesquels sont automatiques et lesquels ils doivent gérer eux-mêmes. On connaît leurs habitudes, leurs plans de secours. J'ai tout programmé pour s'arrêter le jour après Thanksgiving. Il y avait une certaine poésie là-dedans. Ils ne voulaient pas de moi à Thanksgiving? Très bien. Qu'ils aient leur dîner de dinde, et ensuite qu'ils se débrouillent pour payer le gaz qu'il a cuite. Thanksgiving est passé, et honnêtement, c'était le Thanksgiving le plus relaxant que j'ai vécu depuis des années. Sarah et moi sommes allés à Columbus et avons passé la journée avec sa famille et des gens normaux. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, et ils ont réellement écouté les réponses. Ils ont raconté des anecdotes amusantes sur Sarah enfant. Sa mère m'a montré des albums photos. Son père et moi avons regardé le foot et parlé de la dernière saison catastrophique des Browns. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a culpabilisé au nom de la famille.
Personne ne s'attendait à ce que je résolve leurs problèmes ou que je gère leurs émotions. C'était révolutionnaire. La mère de Sarah m'a demandé des nouvelles de ma famille. J'ai juste répondu qu'on avait eu un conflit de planning cette année. Sous la table, Sarah m'a serré la main. Elle savait exactement ce qui se passait, et elle me soutenait à 100%. Et ça voulait tout dire. Nous sommes rentrés jeudi soir, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Vendredi matin, je me suis levé tôt et j'ai exécuté mon plan. D'abord, j'ai annulé le paiement automatique de l'hypothèque. Je suis allé sur le site de la banque et j'ai supprimé le virement récurrent. Fini. Ensuite, j'ai appelé la compagnie d'électricité pour retirer ma carte de leur compte. Idem pour le gaz. Le représentant m'a demandé si je voulais transférer le compte à quelqu'un d'autre. J'ai dit non, juste retirer mes informations de paiement. Ensuite, j'ai appelé la société de carte de crédit et j'ai supprimé mon compte en tant que moyen de paiement de secours. La représentante a essayé de me faire changer d'avis, m'avertissant des frais de dépassement et des paiements refusés. Je lui ai dit que c'était justement le but. J'ai annulé leur carte essence. 2 d'entre elles, toutes à mon nom, pour des « urgences » qui étaient devenues des courses de routine. Je les ai retirées de mon abonnement Costco, de mon compte Amazon Prime. J'ai même annulé l'abonnement Netflix qu'ils utilisaient sur leur télé connectée. Toute l'opération a pris environ 1h30. Puis je me suis assis et j'ai attendu. Samedi, rien. Ils n'avaient probablement pas encore essayé d'utiliser une carte, et aucune de leurs factures n'était encore due. Dimanche, rien non plus. Mais j'ai remarqué que papa était en ligne, en train de jouer à ce stupide jeu de ferme sur Facebook, donc Internet fonctionnait toujours. Lundi matin, j'ai reçu un message de papa à 11h, et fiston, il y a un truc bizarre sur le site de la banque. J'ai essayé de vérifier le paiement de l'hypothèque et il n'apparaît plus. Tu peux jeter un œil quand tu as un moment? J'ai lu le message 3 fois. Puis je l'ai supprimé sans répondre. Mardi, mon téléphone a sonné 12 fois entre 9h et 18h. J'étais au travail, donc je n'aurais pas pu répondre de toute façon. Mais j'ai vu chaque appel aller en messagerie, et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Comme si j'étais en train d'observer une machine tomber en panne, exactement comme je l'avais prévu. Mercredi, j'ai reçu un message vocal de maman. Je l'ai sauvegardé, mais je ne l'ai pas encore écouté. Je voulais voir jusqu'où ça allait aller avant d'entendre leur version des faits. Jeudi, Emma a appelé. Je me préparais pour aller au travail, alors j'ai répondu, parce que j'étais sincèrement curieux de savoir quelle histoire il lui avait raconté. Dave, c'est quoi ce bordel? Maman m'a appelé hier soir en pleurs, disant que tu leur avais coupé toutes leurs cartes de crédit et qu'ils ne pouvaient plus faire les courses. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, ai-je dit en la mettant sur haut-parleur pendant que je préparais mon café. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle. Ils sont allés chez Kroger hier et toutes leurs cartes ont été refusées. Papa a essayé de faire le plein, même résultat. Ils ont essayé d'utiliser des cartes liées à mes comptes. Donc tu les as bien coupées? Oui, Emma. Ce sont MES cartes, sur MES compte, que je paie. Silence pendant quelques secondes. Mais ils ont besoin de ces cartes, pourquoi? Pour les courses, pour l'essence, pour leurs dépenses quotidiennes? Ils peuvent acheter leurs courses et leur essence avec leur propre argent. Leur propre argent? La question flottait dans l'air comme une odeur nauséabonde. Je veux dire l'argent qu'ils gagnent avec leur travail. Tu sais, comme les adultes. Nouveau silence. Dave, tu peux pas juste les abandonner comme ça. Ce sont nos parents. Abandonner? Intéressant, ce choix de mots. Pas cesser de les soutenir ou opposer des limites, non, abandonner. Emma, je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu savais? Ils ont tenu des tableaux sur moi, analysé quelles excuses marchaient le mieux pour me soutirer de l'argent. Je l'ai entendu inspirer brusquement. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vérifie tes mails envoyés du 15 août. Objet, retiming. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, ce n'était pas ce que tu crois. Alors, c'était quoi? On était juste inquiet pour toi, tu avais l'air stressé à propos de l'argent et on ne voulait pas que tu te sentes obligé. Emma, les jeux interrompus avant qu'elle parte dans un discours bidon, j'ai lu les mails. Tous. Je sais pour les tableaux. Je sais pour les sessions de stratégie. Je sais que Jack n'a jamais demandé d'aide financière. Et que toi, tu n'as jamais remboursé un seul dollar de l'argent que je t'ai donné. Nouveau silence. Emma,
Je veux que tu m'écoutes très attentivement. J'en ai fini. Je ne suis pas en colère. Je ne cherche pas à punir qui que ce soit. J'ai juste terminé. Ils m'ont dit de ne pas venir à Thanksgiving parce que je posais trop de questions sur l'endroit où partait mon argent. Alors j'ai pris leur parole au sérieux. Je ne fais plus partie de leur planification financière. Mes devs, ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin d'apprendre à se débrouiller, comme tout le monde. J'ai raccroché et j'ai fini de me préparer pour le travail. Mon téléphone a vibré 3 fois avant que je quitte la maison, mais je n'ai répondu à aucun appel. À la fin de la semaine, j'avais eu des nouvelles de 3 tantes, 2 oncles, ma grand-mère, et même la mère de la copine de Jack, que j'avais vue 2 fois dans ma vie. Mes parents avaient visiblement décidé que faire pression socialement était leur meilleure chance pour me remettre dans le rang. Le plus drôle, c'est que chaque conversation suivait le même script. Ils avaient tous entendu que j'avais, sans avertissement, abandonné mes parents de manière cruelle pour une petite dispute. Aucun ne savait que je les soutenais financièrement depuis 5 ans. Aucun ne savait pour la manipulation ou la planification. Mes parents s'étaient présentés comme les victimes de ma supposée cruauté soudaine et inexplicable. Et ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la suite. Les appels, les SMS, les messages Facebook devenaient complètement ridicules. Mon téléphone vibrait sans arrêt, avec des proches que je connaissais à peine, tous en train de me faire la leçon sur la loyauté familiale et à quel point ils étaient déçus de mon comportement. Ma famille avait apparemment lancé une véritable campagne de propagande, racontant à tout le monde que je les avais coupés sans prévenir pour une broutille. Selon l'histoire qui circulait, je faisais une sorte de crise de la quarantaine, peut-être ou bien Sarah, ma copine, m'influençait contre ma famille. La version que m'a rapportée ma cousine Beth, c'est que j'avais refusé d'aider pour une petite urgence, puis que j'étais entré dans une rage folle et que j'avais coupé tout contact. Évidemment, rien de tout ça n'était vrai. Mais c'était crédible. Assez crédible pour que les gens y croient. Parce que, franchement, qui croirait que des parents manipulent systématiquement et exploitent financièrement leur propre fils? C'est le genre de choses qui arrivent aux autres. Pas aux familles bien sous tout rapport de la classe moyenne de l'Ohio. C'est là que j'ai compris, ils ne diraient jamais la vérité. Ils me désigneraient comme le méchant, quoi qu'il arrive, peu importe à quel point j'essaierai d'être raisonnable. Alors j'ai décidé de leur donner une vraie raison d'être fâché. J'ai passé le week-end à monter un dossier. 15 pages, méticuleusement organisé, avec des tableaux, des graphiques, des codes couleurs. Chaque paiement que j'avais effectué au cours des 5 dernières années. Chaque urgence, qui s'était révélée être une dépense de routine. Chaque mensonge que je pouvais prouver par email ou relevé bancaire. Les paiements hypothécaires, $1 847 par mois, pendant 60 mois ou 70 820 $. Les charges, électricité, gaz, en moyenne $275 par mois soit 16 500 $. Les cartes de crédit, les courses, l'essence, les dépenses diverses, 43 000 $. La fausse urgence universitaire de Jack, 36 000 $ sur 6 semestres. Les défauts de paiement sur les entreprises d'Emma, 23 500 $ sur 3 projets ratés. Les réparations de voitures, réparations de maisons, frais médicaux et autres urgences, 18 000 $. Total général, 247 820 $. Avant, je pensais que ça faisait 127 000. En réalité, c'était presque un quart de million. Mais le clou du spectacle, c'était les preuves par email. J'ai inclus des captures d'écran de leurs conversations sur la manière de me gérer, leur stratégie pour savoir quelle histoire triste utiliser, allant jusqu'à plaisanter sur combien ils pouvaient me faire culpabiliser. Emma à maman, le truc avec David, c'est qu'il supporte pas de voir quelqu'un contrarié. Surtout les femmes. Si tu pleures, il balancera littéralement de l'argent juste pour que ça s'arrête. Maman à Emma, j'ai appris à ne pas demander de montant précis. Laisse-le proposer un chiffre d'abord, puis fais comme si ce n'était pas tout à fait suffisant. En général, il augmente de lui-même. J'ai qu'à papa, Dave ne demande jamais les reçus. Si tu dis que c'est pour l'école, il suppose que c'est automatiquement légitime. Tout y était. Des années de preuves qu'il me voyait comme une ressource à exploiter. Je l'ai envoyé à tout le monde. Tous les proches qui m'avaient appelé pour me faire la morale. Tous les amis de la famille qui m'avaient écrit sur Facebook. Tous ceux qui avaient entendu leur version des faits. Je n'ai pas écrit de longues explications. Juste un petit mot d'accompagnement. Comme il semble y avoir une certaine confusion autour des événements récents, je voulais fournir le contexte complet. La documentation ci-jointe montre l'historique financier complet de ma relation avec mes parents et mes frères et sœurs sur les 5 dernières années.
Je ne suis pas en colère et je ne cherche pas à blesser qui que ce soit. J'en ai juste fini d'être manipulé par des gens qui me voient comme une ressource plutôt que comme un membre de leur famille. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réaction a été immédiate et intense. En moins d'une heure, mon téléphone vibrait avec des SMS, mais cette fois, ce n'était plus des leçons de morale. C'était totalement différent. Tonton Rick, bordel, Dev. J'avais aucune idée que c'était à ce point-là. Je suis désolé de t'avoir appelé la semaine dernière. Je retire tout ce que j'ai dit. Cousine Sarah, putain, je viens de lire tout ça. C'est complètement dingue. J'arrive pas à croire qu'ils tenaient des tableaux Excel sur toi. Tante Linda, tes parents nous ont dit que tu avais refusé de les aider pour les courses et que tu les avais coupés par pure méchanceté. Mais ça, c'est complètement différent. Je suis désolé. Même ma grand-mère m'a appelé pour s'excuser, ce qui m'a presque fait pleurer, car elle avait été si déçue de moi auparavant. Mais la meilleure réaction est venue du frère de mon père, oncle Mike. Il m'a appelé directement à 19h. Dave, c'est Mike. Je viens de finir de lire ton mail. Salut oncle Mike. Je pouvais entendre l'épuisement dans ma propre voix. Je te dois des excuses. De grosses excuses. Ton père m'a appelé il y a 2 semaines pour me demander s'il pouvait emprunter de l'argent pour leur mensualité de prêt. Il a dit que tu avais refusé d'aider parce que tu étais énervé à cause d'un conflit familial et que tu te vengeais. Mon estomac s'est noué. Combien t'a-t-il demandé ? 18 cents. Je lui ai dit que je n'avais pas cette somme sous la main, mais je me suis senti coupable. J'ai continué à penser que j'aurais dû trouver un moyen de les aider. Et maintenant je me demande. Oncle Mike, je peux te poser une question ? Depuis combien de temps papa demande-t-il de l'argent à la famille ? Long silence. Dave, je pense qu'on devrait avoir une conversation beaucoup plus longue. On a parlé pendant 2 heures. Il s'avère que mon père empruntait de l'argent à divers membres de la famille depuis plus d'1 an. De petites sommes, en général quelques centaines ici et là. Toujours avec une histoire de flux de trésorerie temporairement compliqué ou une dépense imprévue. Toujours avec la promesse qu'il avait juste besoin d'un coup de main, jusqu'à ce que je les aide à nouveau. Mes parents ne se contentaient pas de m'utiliser, ils utilisaient aussi ma réputation à celle du fils fiable et financièrement stable pour escroquer d'autres membres de la famille. Ils disaient à tout le monde que j'étais leur principal soutien, et que toute difficulté temporaire serait réglée dès que je leur transférerais de l'argent. Oncle Mike leur avait prêté presque $3000 au cours de l'année écoulée. Ma cousine Jennifer leur avait prêté $800 pour des réparations de voitures. Tante Carole payait leurs courses une fois par mois, parce que papa lui avait dit que j'étais en déplacement professionnel et que je ne pouvais pas faire de virement tout de suite. Ils montaient une escroquerie bien ficelée, utilisant mon nom et ma réputation pour soutirer de l'argent à toute la famille élargie. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon dossier avec les informations d'oncle Mike et les détails fournis par les autres membres de la famille qui avaient commencé à me contacter pour raconter leur version. J'ai envoyé une version révisée à tout le monde avec un mot d'introduction plus court. Des informations supplémentaires ont émergé concernant l'ampleur de la dépendance financière. Il semble que mes parents aient emprunté de l'argent à plusieurs membres de la famille au cours de l'année écoulée, en utilisant mon prétendu soutien comme justification. J'encourage tous ceux qui ont prêté de l'argent à mes parents à comparer leurs notes. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 6 heures après l'envoi de ce mail. Puis, tout a explosé. 3 semaines plus tard, ma famille m'a invité à dîner, pour qu'on puisse en discuter. La voix de maman était différente. Plus petite, comme si ces tactiques de manipulation ne fonctionnaient plus. Sarah m'a convaincu d'y aller, pour la clôture émotionnelle. Mais j'y suis allé préparer, avec mes documents et une application d'enregistrement. La maison ressemblait à une mise en scène, belle vaisselle, bougies, fleurs fraîches. Tout le monde était là, essayant de faire comme si tout était normal. Mais la tension était étouffante. Papa a craqué le premier, il faut qu'on parle de cette crise que tu fais. Une crise ? J'avais 34 ans, et il appelait mon autonomie financière une crise. Tu nous as humiliés, dit maman, tu as étalé nos affaires privées devant toute la famille. Pas un mot de regret. Pas de « on est désolé d'avoir menti », ni « on est désolé d'avoir profité de toi ». Juste de la colère parce que je les avais exposés. J'ai sorti mes dossiers. Emma, combien des 23 500 $ que j'ai couverts pour tes projets professionnels as-tu remboursé ? Elle est devenue pâle. On n'a jamais dit que c'était des prêts. Tu as raison. Mais quand tu dis aux gens que je t'ai coupé, exactement de quoi je t'ai coupé ? Silence. Jake, combien de ton argent pour les frais de scolarité as-tu réellement dépensé pour l'université ?
Mon frère refusait de me regarder. Il avait acheté une voiture à 15 000 $ pendant que moi, je payais ses frais de scolarité réels. On est une famille, dit maman. Une famille s'entraide. Quand est-ce que quelqu'un ici m'a aidé pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un a seulement demandé si j'avais besoin d'aide? C'est là que je leur ai parlé d'oncle Mike, de cousine Jennifer, de tante Carole, et de tous les autres membres de la famille qu'ils avaient sollicités pour de l'argent, en utilisant ma réputation comme garantie. Vous n'avez pas seulement profité de moi. Vous avez utilisé ma réputation pour profiter des autres. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en me levant. Je ne suis plus en colère. Je suis fatigué. Fatigué d'être le distributeur automatique familial. Je me retire. Définitivement. La famille, c'est des gens qui se soucient de ton bien-être, pas seulement de ton compte bancaire. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman cria derrière moi, et maintenant? Je me suis retourné une dernière fois, maintenant, vous allez devoir découvrir qui vous êtes, quand ce n'est plus moi qui paie. 8 mois plus tard, le silence était différent. Pas une arme, juste du calme. Il s'en sortait vraiment. Papa avait trouvé un travail à temps plein. Maman avait décroché un mi-temps chez Target. Ils avaient vendu la maison et emménagé dans un appartement qu'ils pouvaient se permettre avec des salaires de magasin et d'entrepôt. L'entreprise marketing d'Emma avait coulé, et elle avait trouvé un emploi au service client d'une compagnie d'assurance. Apparemment, elle est douée pour ça et plus heureuse. Jake avait terminé ses études, était devenu comptable junior, avait vendu sa Mustang pour une Honda d'occasion, et appris à gérer un budget. Ils m'en veulent encore. Mais pour la première fois de leur vie, ils sont autonomes. Sarah et moi avons acheté une maison. Rien de luxueux, mais mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Et c'était incroyable. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre manuscrite de mon père. Courte et maladroite. Nous gérons nos finances nous-mêmes à présent et avons appris à vivre selon nos moyens. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point nous étions devenus dépendants de ton aide. Je comprendrai si tu as besoin de plus de temps. Ce n'était pas des excuses. Mais ce n'était pas une attaque non plus. Je l'ai lu 3 fois, puis rangé dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas par colère. Parce que le pardon, ce n'est pas une performance. J'ai compris quelque chose d'important. Il ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est l'idée d'eux. Des parents fiers de moi. Des frères et sœurs heureux d'être en ma compagnie. Mais la réalité? Non, elle ne me manque pas. Marcher sur des œufs. Les culpabilisations. Me sentir comme une déception juste pour avoir posé des questions raisonnables. Le silence dans ma vie n'est pas un vide. C'est de la paix.